Okay. Welcome back, everyone. And we'll begin the second Bonjour à part. tous, nous allons commencer la deuxième partie de notre discussion pour cet après-midi. Je suis ravie d'avoir avec nous le professeur George Papakonstantinou. Il est professeur à la EUI, École de gouvernance transnationale et directeur du programme d'éducation. Il est également professeur d'économie politique internationale et il a été conseiller auprès des ministres grecs et ancien membre du Parlement européen. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, monsieur. Voilà, vous pouvez faire vos remarques liminaires pendant 10 minutes pour planter le décor. Et donc, le public, n'oubliez pas d'envoyer vos questions. Nous essayerons d'y répondre du mieux que nous pouvons. Vous pouvez également diriger vos questions de façon spécifique à l'un ou l'autre panéliste. Donc, professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Brian, président. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir envoyé cette invitation. C'est un sujet très particulier et d'actualité. Étant ancien membre du Parlement européen, cela me touche particulièrement. Je voudrais un peu planter le décor. Unfortunately passed only a few days ago, Henrik Enderlein. Henrik Enderlein, l'ancien président de la Rhodes School à Berlin et l'une des plus grandes voix en Europe, lui, il disait qu'il existe trois types de pensées qui structurent le débat européen. C'est la différence entre l'européen et le national, et c'est la tension entre les libéraux et une autre démocratie. Et lorsqu'on pense à des politiques de cohésion et à la façon dont elles ont commencé en 98 et la façon dont elles se sont développées, si on lit les textes pour promouvoir la cohésion au sein des États membres, en fin de compte, c'est une façon de construire une Europe protectrice. Et je pense que l'on n'a jamais vraiment compris la véritable essence de cette expression, une Europe protectrice, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à être frappée par la crise du coronavirus, où c'est devenu une question de vie ou de mort, et pas juste une question de bien-être économique et social. Mais voilà, la différence entre être capable de survivre ou malheureusement de décéder des suites de la pandémie. Donc oui, la cohésion est importante d'un point de vue social, économique, et après plusieurs crises économiques, nous avons vu que c'est très important d'un point de vue politique également. Les autres panélistes, et Michael en particulier, ont parlé de façon extensive de la réponse politique à la crise du coronavirus. Moi, je souhaiterais souligner quelques éléments, car je pense que c'est un bon début pour notre débat. Nous connaissons tous les chiffres. Premièrement, cette crise est sans précédent. Et ne tenons pas seulement compte de ce qui se passe au niveau de l'UE, donc les plus de 1 trillion d'euros du CFP, plus les 75 milliards. Il faut également rajouter 2,5 trillions au niveau national et qui ont été facilités par les changements engendrés par les institutions européennes. Par exemple, le fait d'avoir assoupli les règles fiscales. Et je pense que c'est là que la comparaison avec les États-Unis commence à faire sens. C'est là qu'on voit, qu'on comprend que ce que l'on a mis en place est assez comparable aux efforts déjà entrepris jusqu'ici, qu'ils étaient mieux ciblés, tous ces efforts. En tout cas, si on compare cela à la réponse américaine. Bon, deuxièmement, d'un point de vue des outils fiscaux et de la gouvernance mise en place, cela aussi, c'est sans précédent. Ce n'est pas la première fois que la Commission européenne inonde les marchés au nom des États membres, mais elle ne l'a jamais fait avec un tel nombre, avec une telle ampleur. La présence de la Commission européenne sur les marchés maintenant, avec les volumes qu'elle essaie d'attirer, est sans précédent, avec de pair la conversation
qui s'est ouverte depuis sur les ressources propres. Troisième point, en termes d'ampleur, de champ d'application, là aussi, c'est sans précédent, car il ne s'agit pas seulement de la relance, nous avons déjà parlé de l'aspect numérique et de l'aspect vert, mais un élément qu'on a tendance à omettre, mais qui est présent néanmoins, c'est l'aspect social. C'est très important dans tous les plans de relance économique, l'aspect des allocations, des aides sociales. Améliorer, reconstruire les systèmes de sécurité, les filets de sécurité sociaux qui sont indispensables à toute société. Et de ce point de vue, cette combinaison d'investissement et de réformes qui est au cœur de ce qui se produit est très important. Donc voilà, les choses sont différentes désormais. Pourquoi? Pour trois raisons différentes. C'est une crise d'un type différent. Si on pense à la crise de la zone euro, c'était facile de voir qui étaient les parties. Il y avait les créditeurs et les débiteurs. Et il y avait un récit sur certains pays qui avaient tout faux et qui devaient être sauvés avec des conditions très strictes. Bon, maintenant, nous avons quelque chose qui touche tous les pays. C'était symétrique dans la façon dont il a touché, mais asymétrique sur les effets, en fonction des forces et des faiblesses des différents pays européens, en fonction de leur situation fiscale ou de leur structure. Mais ce récit qu'on avait avant n'est plus valide. Deuxièmement, depuis la grande crise financière, nous comprenons mieux les politiques macroéconomiques qui sont des réponses aux crises. Et nous nous sommes distancés des mesures d'austérité. Nous avons compris comment les politiques fiscales et monétaires doivent aller de pair. Nous comprenons mieux le rôle des banques centrales, et pas seulement en Europe. Donc, ce qui soutient également toutes ces mesures, c'est ce nouveau paradigme macroéconomique qui a énormément évolué. Troisièmement, nous avons appris. L'Europe apprend de ses erreurs. Elle se rend compte lorsqu'une politique ne marche pas et donc elle ne les répète pas. Lors de la crise de la zone euro, nous avons compris que ce qui était demandé à certains pays, le mien était particulièrement touché, nous nous sommes rendus compte que tout cela était excessif et que cela allait créer des problèmes. Et si on compare le temps de réaction de l'époque avec celui d'aujourd'hui, la différence est énorme. La Banque centrale européenne a fait en 2 mois ce qui lui a mis 2 ans à accomplir à l'époque. La Commission et le Conseil ont réagi aussi très vite. Ils ont mis en place des politiques révolutionnaires en l'espace de quelques mois, ce qui était inconcevable à l'époque. Donc voilà, l'environnement est différent et le concept de solidarité peut à nouveau être abordé, contrairement à jadis, où c'était un peu un tabou. Maintenant, aujourd'hui, on voit un véritable engagement européen. Donc, comment peut-on faire marcher les choses ensemble? Il y a quelques jours, nous avons lancé un séminaire avec des institutions, avec le Conseil, avec des experts pour nous pencher sur ce plan de relance économique. Et je dois dire que c'est assez impressionnant ce que l'on fait là-bas. Le design de ces plans de relance mis en place par les États membres est vraiment impressionnant. D'aucuns pourraient dire que certains États membres, surtout ceux d'avant, ont appris de leurs erreurs. Pas seulement au niveau européen, mais les États membres eux-mêmes ont pu mettre en place des plans robustes qui avaient du sens. Mais ceci étant dit, tout dépend de la mise en pratique. Et donc, il y a tout un certain nombre d'éléments auxquels il faut attention.
Premièrement, la structure gouvernementale. Le plan de relance et les plans de relance au niveau national ne sont pas des plans de cohésion. Ils vont bien au-delà de cela. Bien qu'ils lient les investissements et les réformes et que les deux vont de pair dans leur implémentation, c'est très différent des politiques de cohésion de l'époque. Et donc, nous avons besoin d'une nouvelle approche, aussi bien au niveau européen que national. Et je pense qu'il existe un consensus très large par rapport à cela. La Commission est en train de mettre en place un nouveau cadre de gouvernance pour faire face à cela et les États membres font de même. Deuxièmement, il faut inclure toutes les parties. Et ça, c'est l'un des éléments un peu faibles dans certains des pays. On a un peu une approche du haut vers le bas, parfois en raison du manque de temps, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour mettre en place tous ces plans, et donc on n'a pas eu l'engagement des partenaires sociaux ou leur implication qu'on aurait voulu, de la communauté qui travaille dans le business, les entrepreneurs, qui aurait été nécessaire. Et donc avoir une certaine appropriation au niveau national. Encore un autre point, parce que tous ces plans vont réussir ou pas, s'ils ont des délais, des calendriers, s'ils ont les bons jalons, si les procédures sont appropriées pour juger les réformes qui sont en place ainsi que les investissements. Donc, ce type de plans qui sont mis en place avec l'aide de la Commission et avec le système de benchmarking sont très importants. Un élément qui manque, et je pense qu'il est crucial, c'est l'élément transnational. Le genre d'effet de ricochet, et la santé en fait partie d'ailleurs. Et je vais conclure là-dessus. Si je prends par exemple la France et l'Allemagne dans leurs plans nationaux, ils ont des projets transnationaux. Et c'est un peu dommage, car de par leur nature, ces plans sont nationaux et l'élément transnational va devoir se rajouter par la suite par un autre biais. Et ça, c'est dommage. Alors, que devons-nous analyser dans la situation post-Covid pour s'assurer que tous ces éléments soient cohérents? Premièrement, nous voyons tous un rééquilibrage entre l'État et le marché. Cette crise a ramené la notion que les États nationaux et la gouvernance européenne sont très importants pour offrir des services de base aux citoyens européens. Et ça, c'était quelque chose qu'on avait presque oublié parce qu'on était tellement pressé de laisser plus de place au marché et de privatiser. Donc là, il y a un véritable rééquilibrage qui s'opère sans pour autant tomber dans le protectionnisme et sans pour autant tomber complètement sous le joug de l'État-providence. Deuxièmement, la subsidiarité. Nous avons tous compris que la protection de la santé et faire face à la pandémie nous pousse à repenser la santé, qui était une compétence nationale, d'où la question sur l'union de la santé au niveau européen. Mais faisons attention, car certaines choses doivent continuer au niveau européen, mais d'autres choses doivent redescendre vers le niveau local, là où sont les services de santé, car c'est à ce niveau-là que l'on opère. Donc voilà, ce nouveau rééquilibrage va être crucial. Et enfin, et je vais terminer, cette connexion entre l'Europe et l'agenda mondial. Je vais revenir à cette histoire, cette notion de bien commun européen. Et à côté de la question climatique, la santé est un élément prépondérant. Je veux dire, un virus a arrêté le fonctionnement du monde. Donc, la santé, c'est un bien commun mondial. Et pourtant, dans le classement du nombre de champs de politique, la gouvernance en termes de santé n'a jamais eu l'importance qu'elle mérite.
On parle de stabilité financière au niveau mondial, on parle de taxes, on parle du climat, mais la santé n'a jamais été abordée de cette façon. Or, elle change le monde au même titre que le climat. Donc, le débat qui va s'ensuivre va être très important, non pas seulement au niveau européen, mais bien au-delà. Et l'Europe a un rôle crucial à jouer dans ce domaine. Comment pouvons-nous reformer, reconstruire la gouvernance en termes de santé et lui donner les pouvoirs qu'elle a perdus? Parce que soyons justes, nous avons réussi pour les vaccins, mais nous avons échoué dans la prévention et faire face. Et en faisant face à la pandémie, là, nous avons lamentablement échoué. Donc, voilà, cela touche au cœur même de la politique de cohésion. Je vais m'arrêter ici et je vais maintenant laisser la place à la discussion. Merci beaucoup. Je suis content que vous soyez concentrés sur la santé. Nous avons parlé un peu auparavant du dialogue avec les citoyens et de la santé notamment. Vous le dites d'ailleurs à juste titre que la santé et le climat sont vraiment des sujets prépondérants. Donc, est-ce que le domaine de la santé s'est amélioré en raison de cette crise? Est-ce que c'est devenu plutôt quelque chose de politisé maintenant, euh, considéré comme un bien commun européen? Qu'est-ce que cela veut dire pour la politique de cohésion? Est-ce que c'est vraiment un moment où il va y avoir un véritable nivellement par le haut, où nous comprenons que nous avons tous besoin de travailler ensemble de façon transnationale si nous voulons réussir euh, tous ensemble? Je ne pense pas que que nous avons déjà traduit cette importance euh, en, en matière de politique. Nous n'avons pas encore traduit cela et compris cela, assimilé. Mais je ne veux pas dire que nous devrions prendre toutes les compétences liées à la santé et les donner à l'Europe. Absolument pas. Comme je l'ai dit, la fourniture de soins de santé primaire doivent rester au niveau régional et local. C'est ainsi que les citoyens pourront en bénéficier au mieux. Mais vous ne pouvez pas offrir ce genre de service pour des maladies comme celles que l'on voit aujourd'hui sans un règlement au niveau européen, des règles communes au niveau européen. Et puis, nous avons vu des situations complètement différentes. Nous avons vu des pays qui comprenaient que les virus franchissaient les frontières, mais c'était difficile pour d'autres. Oui, on a pu dépenser beaucoup d'argent pour les vaccins et on a été remarquable de ce point de vue. En dépit de toutes les critiques au niveau européen, il y a eu une véritable réponse au niveau européen. Et le succès tel qu'on l'a vu, au fur et à mesure que les mois passent, donne du crédit à la Commission. On a bien fait de ne pas laisser ça aux mains des États membres. Donc voilà une belle Europe unie. Mais ça, c'est le bon côté de la médaille. Le problème, c'est les premiers instincts des nationalistes. Vous vous souvenez, par exemple, des premières restrictions sur le commerce, sur les équipements de protection, des mesures protectionnistes, mais aussi l'incapacité à se mettre d'accord sur des règles communes, sur le fait que les gens puissent voyager. Donc, toutes ces restrictions ont quand même été jalousement gardées par les États membres. Je pense qu'on a quand même compris qu'on a bien avancé, mais on n'est pas encore en fin de course. On est encore loin de l'union auquel on rêve. Vous pensez que nous définissons l'union de la santé de façon trop restrictive? On a parlé d'innovation un peu plus tôt. Si on ajoute la dimension numérique à la santé, vous savez, les subventions en termes de recherche pourraient augmenter et ces technologies pourraient également augmenter. L'Union européenne encourage cela. Nous voyons des applications également, des passeports COVID. Est-ce qu'on pourrait traduire cela dans le diagnostic du cancer, dans
la gestion des patients avec du diabète? Est-ce qu'on doit vraiment parler de compétences nationales là, ou bien est-ce qu'il y a des niveaux de cohésion qui peuvent être accomplis par d'autres moyens, mais qui finalement amélioreraient le système de santé de tous les pays européens? La recherche est transnationale de par sa nature. Bon, elle est même mondiale, elle n'est pas qu'européenne d'ailleurs. Et les chercheurs sont au premier plan, mais les gouvernements sont des gouvernements nationaux et, et ce pas à franchir est parfois très difficile pour être synchro avec cette recherche mondiale et avec la recherche notamment pour ces vaccins ou pour d'autres domaines de l'innovation. Je pense que les instruments au niveau européen ont été cruciaux pour promouvoir cette idée, les subventions européennes pour l'innovation qui vont au-delà des frontières. Donc, ce type de consensus, de consortium qui ramène des représentants des différents organes, ça c'est primordial. Mais nous n'avons pas encore tout accompli. Bon, ceci étant dit, je pense que nous, plus que personne dans le monde, avons compris l'importance mondiale du fait que si on n'éradique pas ce virus ou si on ne le contrôle pas partout dans le monde, on n'ira pas très loin. Je suis très fière que l'UE a pu exporter des centaines de millions de vaccins dans le reste du monde, surtout comparé aux États-Unis. Et lorsque je vois la réponse des États-Unis sur les, euh, sur les possibilités de lever des brevets, je pense que cela ne va pas forcément de pair avec de véritables efforts pour augmenter la production et fournir des vaccins. Alors, pour vous, Michael, où devrions-nous faire les plus grands investissements pour la cohésion, pour l'avenir de l'Europe? Vous avez parlé d'innovation. Je pense que le développement industriel nous a appris une chose, c'est-à-dire que choisir les technologies pour différents secteurs n'a jamais fonctionné. Alors, cela a peut-être fonctionné dans différents domaines, à différents moments, pour des pays individuels, mais ce n'est pas une stratégie valable. Alors, ce qui est en train d'être développé, c'est une stratégie industrielle exhaustive basée sur 3 piliers pour renforcer la compétitivité mondiale. Nous avons eu une transformation vers le numérique qui a été accélérée par la COVID et tous ceux qui ont été laissés pour compte auront vraiment de grandes difficultés à rester compétitifs sur les marchés mondiaux. Donc, nous devons vraiment consentir de gros investissements dans ce domaine. Et cette année a été difficile, mais elle nous a rendus plus forts en quelque sorte, car nous avons réussi à livrer les vaccins aux citoyens, par exemple. Et en Europe et ailleurs, on voit que le financement est un avantage comparatif. Je pense que la dynamique des nouvelles technologies devient bien plus importante. Donc, il faut se fixer des objectifs très ambitieux, avoir des projets cohérents à échelle nationale. Voilà ce qui va sous-tendre une stratégie sur le long terme. Je n'exclurai pas un déploiement particulier de la 5G, par exemple. Il faut avoir une base horizontale. Question. Concernant cette fenêtre d'opportunité que nous avons, alors nous sommes distanciés de l'austérité, nous avons arrêté de compter les coûts de notre dette qui augmente, mais voilà, peut-être que l'on veut tout simplement la retarder. Mais est-ce que les choses vont-elles encore changer? S'agit-il là d'un moment de lucidité où nous sommes émotionnellement sensibles à ce qui vient de se passer et ainsi nous sommes plus émotionnels par rapport à la façon dont nous gérons notre économie?
Ou est-ce que l'on retournera à M. Friedman et ses alliés et peut-être que l'on trouvera un autre chemin qui sera détrimentaire? Réponse. Je pense qu'il faut clairement dire que la pandémie n'a pas annulé les lois de l'économie. Alors certes, elle a changé l'environnement, elle a changé le contexte et il ne faut pas tout simplement arrêter d'y penser. Nous sommes en train de sortir de la crise de Covid avec des niveaux de dette bien plus élevés. Ceux-ci sont durables parce que la durabilité est quelque chose de subjectif. Et pour l'instant, les taux d'intérêt sont très bas. La BCE fait exactement ce qu'il faut. Souvenez-vous, la dette publique doit être contrôlée et réduite par rapport au pourcentage du PIB sur le long terme. Avec la crise de la zone euro, nous nous sommes concentrés sur les différents chiffres, mais pas sur le dénominateur, qui est ensuite divisé par le PIB. Et maintenant, nous sommes en train de nous rendre compte qu'il faut être un peu plus patient pour arriver à une relance et ainsi, nous pourrons contrôler notre dette. Souvenez-vous que la plupart du déficit que nous obtenons sont uniques. Ce n'est rien de permanent. C'est-à-dire qu'en 2022, le déficit va de nouveau réduire très rapidement. Et grâce à cette aide qui a été octroyée aux pays à échelle nationale par les gouvernements nationaux pour soutenir les entreprises, pour que les individus et les travailleurs reçoivent tout de même un revenu. Donc tout cela sera réduit et nous retrouverons un environnement plus normal. Donc il ne faut pas trop s'en inquiéter, mais dans le même temps, je pense que c'est quelque chose que nous devons tout de même surveiller de près. Et je ne comprends pas les personnes qui disent que la situation est complètement différente et qu'il ne faut plus s'en inquiéter. Je suis ministre des Finances, je sais très bien comment cela fonctionne. Question. Oui, donc je vous demandais si on avait une fenêtre et vous avez très bien répondu. Question de José Mendes Potos. Quel rôle la BCE peut-elle jouer pour garantir la résilience de l'économie européenne pour que celle-ci retrouve une croissance durable? Réponse. Alors, comme je l'ai mentionné, la BCE a réussi à faire en quelques mois ce qui aurait pris plusieurs années. Alors, la BCE l'a fait car l'environnement et la politique étaient différentes, car la BCE est indépendante et elle devrait le rester. Mais elle reflète également l'environnement politique. Et la BCE s'en est très bien tirée avec avec ses différents programmes, car aujourd'hui, nous pensons que les taux de croissance robustes vont arriver en 2022, mais nous ne savons pas ce que l'avenir nous présentera. Il y a un an, nous avions différentes prévisions par rapport au début de la relance. Nous pensions que cela allait reprendre plus tôt et puis ce n'était pas le cas. Donc, ils ont raison d'avoir cette approche d'attendre et de voir ce qui se passe. La BCE a pris des mesures extraordinaires et elle procédera de manière ordonnée sans perturber la relance. Et je pense que la BCE maintenant sait bien ce qui se passe dans le reste du monde avec les différents faits. Alors, la BCE ne fait pas tout simplement ce qu'elle veut, elle fait exactement ce que toutes les grandes banques centrales du monde font afin de survivre. Question de Sophia. Alors, on a parlé de l'Union européenne de la santé. Voici la question. Où est-ce que la
ECDC a une place dans cette stratégie? Alors oui, il faut parler sérieusement de la gouvernance mondiale en matière de santé, car actuellement, nous avons un système qui ne fonctionne pas très bien. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. L'OMS a un rôle très important et ce sont les différents pays qui l'ont empêché de faire son travail correctement. Et donc, on en revient aux politiques, au G20, au G7 et au blocus. Il faut doter l'OMS des ressources dont elle a besoin, car pour l'instant, les financements sont une combinaison de ressources qui diminuent à un certain niveau et des ressources croissantes venant de partenariats publics-privés. Alors, ça marche, mais ce n'est pas durable. Donc, cette institution joue un rôle crucial. Merci beaucoup. Question? Et ensuite, nous retournons vers les autres panélistes. Lord Kirkhope, voici sa question. Il y a davantage d'accords ou d'arrangements bilatéraux entre les États membres de l'UE et les États tiers. Et quel effet cela pourrait-il avoir sur la cohésion et comment contrôler ceci? Votre avis sur ceci, monsieur? Réponse. Il sera toujours difficile de contenir certains États membres pour plusieurs raisons, car ceux-ci veulent faire comme eux le souhaitent. Nous devons garder notre cap, clairement indiquer que de tels choix ont des conséquences. Souvenez-vous de la discussion que nous avons eue, qu'il y a eu quand le plan de relance a été finalisé. Et je pense que la grande majorité des États européens et la grande majorité des citoyens européens surtout sont pour davantage de cohérence. Les citoyens sont pour, entre guillemets, plus d'Europe. Et ce n'est pas surprenant que nous ayons obtenu les résultats constatés dans les sondages. Comparer notre situation maintenant avec la suite, avec ce qui s'est passé après la crise de la zone euro, la réponse est vraiment très différente. Et cette réponse est appréciée par les citoyens. Donc, gardons notre cap. Alors oui, certes, il y aura toujours des avis divergents, mais il faut limiter certaines choses, c'est clair, et nous le faisons avec différents accords collectifs et ainsi de suite. Question. Alors, Nicolas, vous n'êtes pas là. Ah, Michael, le voici, merci. Alors, je suis en train de regarder les questions qui nous ont été posées. Conrad, question de Mama Poto. Manuel Porto, quel sera le rôle des petites et moyennes villes? Est-ce qu'elles pourront faire concurrence aux grandes villes? Et quel est le rôle des trains grande vitesse? Réponse. Ah, dis donc, une question assez complexe. Alors, je suis un fervent défenseur des trains grande vitesse et j'espère que le réseau va se développer en Europe, car ceci nous permettrait de réduire les émissions des avions surtout. Les trains grande vitesse en Europe sont tout simplement plus rapides que certains vols, car c'est plus difficile de monter dans un train et d'en sortir également. Les trains grande vitesse vous ramènent d'un centre-ville à un autre centre-ville. Donc, si l'on compte le temps que cela prend, il faut moins de temps entre Paris et Marseille ou entre Paris et Bruxelles.
par train que par avion. Alors, ce n'est peut-être pas le cas de Varsovie à Madrid. Dans ce cas-là, c'est l'avion qui gagne. Mais pour la plupart des nations européennes, les trains à grande vitesse sont vraiment un très bon moyen de transport pour la longue distance. Alors, le rôle des petites et moyennes villes. C'est une question piège. Les villes de toute taille sont nécessaires. Et les villes de toute taille existent parce qu'elles existent. Elles hébergent des populations, des industries, des communautés, certaines spécialisations, etc., etc. Mais cela dit, permettez-moi de parler de ma propre expérience. En Pologne, on voit clairement que les villes de petite et de moyenne taille sont en train de disparaître. Je suis désolée de le dire, mais il s'agit là d'une question démographique. Et nous devons trouver des moyens de faire en sorte que ce processus se déroule naturellement, que ce processus qui se déroule naturellement soit moins douloureux. Alors, je ne pense pas que je ne suis pas en train de dire qu'on a davantage de villes fantômes en Europe, pas du tout. Mais je pense en effet que les grandes villes vont davantage croître, les grandes métropoles, et je pense que c'est un processus naturel et il faut voir comment adapter ce processus aux besoins sociaux. Prochaine question, à moins qu'il y ait des commentaires. Saïd. Michael, allez-y. Oui, sur cette question, car je pense que c'est un sujet fondamental. Quel sera le rôle de ces villes de taille moyenne et qu'en est-il des zones rurales également? Alors, j'utilise cette opportunité en tant qu'opportunité marketing car nous allons publier un document sur la vision à long terme pour les zones rurales. Et par rapport à la situation post-pandémie, eh bien, on parle de connectivité en matière de 100 mégaoctets. Et avec ça, on peut attirer les nomades numériques, les digital nomades. Donc, comme par exemple, on peut aller aux îles Canaries pour rencontrer des personnes travaillant dans une start-up. Et voilà, il y a de nombreux tels exemples. Et je pense que certaines personnes ont peut-être peur des agglomérations, des économies d'échelle, car en effet, il y a des embouteillages et puis il y a le prix de l'immobilier. Alors, on parlait des trains et en matière de connectivité, il y a le 100, 130, le 100 et le 30. Donc, le 100, c'est les mégaoctets et le 30, ce sont le temps qu'il faut pour voyager. Et dans notre étude, un point qui a été soulevé est un point assez important. En effet, un facteur qui gardera la population dans les zones rurales, mis à part cette nouvelle attractivité sociale, ce sont les emplois pour les femmes. S'il y a davantage d'opportunités pour les femmes de trouver un emploi dans les zones rurales, et si ces conditions de connectivité et de qualité de service sont également remplies, peut-être que l'on peut avoir un développement, un aménagement du territoire plus harmonieux. Caramano a posé une question. Comment les projets en matière de transformation peuvent-ils promouvoir les investissements dans les soins pour que les femmes soient davantage dévouées à leur carrière également? Saïd, réponse. Alors, je n'ai pas de réponse parfaite, mais comme vous le savez, les États membres qui ont préparé les projets de plans nationaux ont la possibilité d'inclure une grande partie de leur investissement
pour le renforcement du système de santé ou pour aborder d'autres grandes questions sociales. Donc, je pense que cela pourrait être une partie de la réponse. Un commentaire très bref pour répondre à la question de Anna. Je pense que nous n'avons pas encore commencé à comprendre les changements structurels qui se présentent à nous, surtout en ce qui concerne la nature du travail. Je ne pense pas que l'on va retourner à la manière dont nous travaillions avant. Alors, nous avons tous hâte de voyager, de nous rendre à des conférences et ainsi de suite, mais la réalité fait que beaucoup de voyages d'affaires et le fait d'aller au bureau tous les jours, nous n'allons pas retourner à ce mode de vie. On va avoir plutôt un système hybride. Et ceci est important. Il faut créer des filets de sécurité également pour créer un nouvel environnement professionnel. Et je pense que nous n'avons pas encore tiré les implications, les conséquences de ceci. Alors, je sais que cela rime avec davantage d'investissement. Il s'agissait de questions secondaires qui sont maintenant devenues des priorités. Question. Pour rebondir là-dessus, Georges, vous avez parlé brièvement de l'intelligence artificielle. Michael a dit qu'un quart des emplois risquent d'être détruits par l'automatisation. Donc voilà, nous sommes confrontés à une nouvelle normale et on va avoir de nouvelles politiques économiques en matière d'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que cela veut dire pour toutes ces personnes dont l'emploi est à risque? Et quel type d'inégalité celle-ci va-t-elle générer sur nos systèmes sociaux? Donc, comment pensez-vous que l'on peut aller de l'avant, gardant ceci à l'esprit? Est-ce que les fonds de cohésion sont-ils suffisants pour surmonter tous ces défis? Georges. Réponse. Alors, moi, je suis optimiste. Et je pense que pour tous les emplois qui seront détruits, de nouveaux emplois seront créés. Nos fonds de cohésion, est-ce que nos fonds de cohésion et investissements sont-ils suffisants? Certainement pas. Mais ce problème peut être réglé en l'espace de quelques années. Il faut aussi penser au fait que quand on prend le plan de relance de l'UE, on doit également noter que les fonds sont fongibles. Ceci permet aux pays de dépenser de l'argent pour différents projets, mais on peut également geler un certain montant pour les services sociaux, par exemple. Souvenez-vous, par exemple, les dépenses permanentes. Si on veut davantage dépenser dans les soins sociaux, ceux-ci ne sont pas couverts, mais on aura davantage de budget pour le faire. Question. Peter Christian Müller-Graf, comment les distorsions en matière de concurrence pourront-elles être évitées grâce au fonds de relance de l'Union européenne? Réponse. Très bonne question. Ça dépend de la situation budgétaire, de la force d'un certain pays. Ça dépend de sa capacité à soutenir son pays. Comme par exemple, on a l'exemple allemand avec ses entreprises. Il faut faire très attention à avoir une migration des activités économiques vers différents pays. Alors, il faut voir ce qu'on permet aux pays de faire afin d'éviter que des entreprises qui pourraient être très durables, basées dans des petits pays, restent dans ces pays, plutôt que d'être reprises par de plus grandes entreprises qui se trouvent dans un pays plus fort. Merci. Je vois d'autres commentaires, mais je ne sais pas si ce sont vraiment des questions quant à
politique de cohésion, y a-t-il des signes qui montrent que l'économie mondiale dépend de la santé et qu'on devrait faire un effort? Devrons-nous arrêter d'observer les services de santé comme un silo, quelque chose de fermé? Quelqu'un serait-il prêt à prendre en charge ce défi? Je ne sais pas vraiment ce qui est une question là-dedans. Alors, nos orateurs ont parlé du changement climatique, mais dans les accords de Paris, ils se font entre l'État. Et donc, la question est de dire, est-ce le début d'un effet domino après la décision de la Cour des Pays-Bas de faire respecter ceci? Alors, laisse-moi revenir au début. La cohésion est-elle importante en ce qui concerne l'Union européenne en tant qu'entité? Est-ce quelque chose qui est essentiel maintenant en tant que tissu de l'Union européenne, de ce qu'on appelle cette politique de cohésion? Devons-nous la redéfinir peut-être? Michael? Oula, c'est une grosse question. Mon commissaire est peut-être en train de m'écouter et en plus, je tente toujours d'être réemployé. Alors, peut-on avoir une cohésion? L'Union sera-t-elle la même? Si on prend compte de la cohésion comme une source d'utiliser le potentiel, où qu'il soit, non pas de mettre tout le monde au même niveau, mais plutôt d'identifier ces domaines où il y a vraiment des talents, des compétences auxquelles on peut faire appel, exploiter et maximiser grâce à une utilisation intelligente des outils politiques européens, grâce à l'approche partenariale. Alors oui, utilisons-le à bon escient. Alors j'aime cette approche de dire que nous n'essayons pas que tout le monde soit les mêmes, mais plutôt que nous essayons d'utiliser un potentiel. Conrad, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Alors je suis tout à fait d'accord, Michael. Et j'aimerais rajouter quelque chose d'un peu plus amer. On n'arrivera jamais à 100% de cohésion. Il y aura toujours des différends, pour des raisons de base. Mais sans cohésion, il y aura toujours des inégalités sociales. Si nous continuons à les connaître telles qu'aujourd'hui, nous n'arriverons jamais à ces conflits. Donc la cohésion est réellement essentielle. D'accord? Saïd, votre avis? Alors je pense que oui, il faut réinventer peut-être la cohésion, d'une certaine manière. La cohésion, c'est bien plus que simplement utiliser le fonds de cohésion. Ce qui concerne les transformations radicales nécessaires afin d'atteindre en 20 ou 30 ans une économie neutre au niveau climatique, c'est déjà un effort majeur. Et ceci n'est possible que si tout le monde est à bord du même bateau, si tout le monde effectue les mêmes efforts. Donc c'est une approche à de nombreux niveaux. Elle ne peut aller du haut vers le bas elle doit être dans tous les sens. Et donc il faut peut-être réinventer les connexions entre le niveau européen, les villes, les régions. Et ceci serait essentiel parce que c'est là vraiment que le changement dans les vies des personnes devra se dérouler. Je sais que la Commission est en train de mettre en place de nouvelles politiques, des innovations orientées afin d'atteindre des villes à 100% neutres en point de vue climatique dans toute l'Europe. Et je sais que c'est une manière qui pourrait permettre de construire une approche du bas vers le haut et une nouvelle économie de la sorte. Georges, depuis 89, le fonds de cohésion a eu des résultats différents. Est-ce que ce plan-ci aura d'autres effets, obtiendront plus de retours par rapport à les inégalités sociales lorsque nous observerons cette valeur à l'avenir? Alors, je vais peut-être faire ici un lien entre les deux questions. Avant la Covid, il était déjà juste de dire
que de nombreuses personnes au sein de l'Union européenne ressentaient que la mondialisation les laissait en arrière, et la technologie également. Donc nous avions des problèmes de cohésion et des inégalités entre les pays. Ensuite, la Covid est arrivée, et c'est pour nous une occasion, c'est un rappel, mais c'est surtout une occasion de répondre à certaines de ces difficultés et de rééquilibrer nos politiques. Et ce que nous proposons aujourd'hui est un meilleur instrument. Pourquoi? Eh bien, il a une combinaison de structures différentes et d'investissements. Nous demandons à ces pays d'effectuer des réformes structurelles tout en amenant de l'argent de leur économie. Donc ils doivent... C'est une combinaison qui ne fonctionne pas. Les réformes structurelles, nous pouvons les aider. Les réformes, c'est difficile. Changer les équilibres dans les sociétés, dans les économies, c'est difficile. Donc, nous devons les y aider. Nous devons compenser ce travail, réallouer les fonds. Donc, c'est aujourd'hui un instrument bien plus efficace, je le pense. Je ne sais pas si on l'appelle le plan de cohésion ou pas, mais de toute façon, c'est un plan qui va aider la cohésion. C'est peut-être le terme qui n'est pas le meilleur. Je n'entends pas beaucoup de gens qui en parlent, qui utilisent ce terme, mais quoi qu'il en soit, ce que nous essayons de faire, c'est d'utiliser les compétences tout en sachant qu'il y aura toujours des disparités. Par exemple, aux États-Unis, il y a des États qui ont un PIB bien plus élevé que d'autres. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces 20 dernières années, nous avons observé une augmentation des disparités. Et c'est réellement quelque chose que nous devons adresser. Vous venez de mentionner les États-Unis. Les disparités entre les États ont permis la croissance du populisme. Nous avons vu ceci qui est lié à la mondialisation et comment les États-Unis se sont retrouvés séparés politiquement. Pensez-vous que la politique de cohésion est un instrument de démocratie et de paix? Rappelons que l'Union européenne a commencé comme un projet de paix, d'ailleurs. C'est la première fois peut-être que nous voyons l'Union européenne en la comparant aux États-Unis. On voit que c'est un pays qui est à la limite, qui est proche de la guerre civile. Et aujourd'hui, voyons-nous les politiques de cohésion comme un instrument de paix. Nous ne sommes pas dans la même situation, mais peut-être qu'on pourrait y arriver si nous ne faisons pas attention. Saïd. Oui, ce sera tout à fait essentiel. Ce que j'aimerais dire ici, c'est ceci. La transformation sera complexe. Dans certaines régions, qui s'appuient par exemple sur l'exploitation du charbon ou des industries très consommatrices d'énergie, nous savons qu'il y aura des troubles. Alors, que devons-nous faire? Eh bien, nous devons l'anticiper. Nous devons nous assurer que ces régions vont recevoir le soutien nécessaire. Mais pas simplement du soutien financier. Ils doivent déjà aujourd'hui commencer à réfléchir à des alternatives de développement économique. Avec toutes les parties prenantes, les universités, les entreprises locales, les autorités locales, mais également les régions de l'Union européenne et l'Union européenne elle-même. Donc nous devons expliquer aux personnes quel est l'objectif à la fin, comment on y arrive et comment nous le faisons ensemble. Et je pense que la co-création, c'est vraiment l'élément principal. C'est pourquoi durant ce débat, nous l'avons souligné. Nous avons souligné l'importance de cette approche du bas vers le haut. Nous devons la combiner avec également le niveau de l'Union européenne. Et c'est comme ça que nous devons faire les choses. D'accord. Conrad, vous avez la parole. Brian, comme vous l'avez dit, l'Union européenne s'appuie sur la paix et la stabilité. C'est son objectif. Alors oui, la politique de cohésion est un des éléments qui permet de maintenir la paix et la stabilité. Comme je l'ai dit plus tôt, je vois la politique de cohésion comme un des instruments principaux que nous avons entre nos mains pour combattre les inégalités de bien des manières.
sans diminuer les inégalités, nous n'arriverons jamais à une stabilité réelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il y aura une guerre civile au sein de l'Union européenne, pas du tout. Des pays qui seraient l'un contre l'autre, comme il y a des siècles, ou durant la Première Guerre mondiale. Non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas... C'est trop. Mais je, quand même, suis en train de vous dire que j'observe une montée du populisme. Je vois des pays qui tombent sous le contrôle du populisme. Et ceci pourrait aller à l'encontre de l'Union européenne. Imaginons que le populisme français prenne le contrôle de la France. Ce serait un cauchemar pour nous. Et donc je pense que démocratiquement, socialement, nous devons combattre ceci. Et un des outils, c'est la politique de cohésion. Alors peut-être pour qu'on continue là-dessus, le fonds de transition, nous nous rappelons que Macron a décidé qu'on devait payer plus de taxes par rapport au carburant à un moment et qu'il y a eu vraiment un débat à ce sujet. Alors, quand on parle de la transition, comment faisons-nous pour s'assurer qu'elle ait vraiment lieu d'une manière politique, démocratique? On a parlé de différentes choses. Devons-nous nous concentrer sur chacune des crises que nous observons et que nous voyons arriver grâce à un fonds de transition afin d'assurer la paix et la stabilité dans l'Union européenne? Alors, la réponse courte est oui. Mais je l'appellerais plutôt un fonds d'anticipation plutôt que d'un fonds de transition. Parce que lorsque nous arrivons à la transition, c'est déjà trop tard. Nous le savons dans nos études. Lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, par exemple, qu'elle est sous-estimée par nos élites politiques, nos collègues même. Et c'est réellement une thématique importante pour l'avenir. Il convient d'apprendre, de mettre en place une éducation numérique. Et nous sommes très actifs là-dedans et nous sommes un observatoire de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, on en a parlé au niveau du Parlement, un de mes collègues l'a fait. C'est fondamental. Cette étude nous montre que 100 millions d'Européens, s'ils se reforment, ils ne seront pas déplacés par l'automatisation. Et d'ailleurs, nous sommes tous en faveur de l'automatisation. Nous avons eu une conférence quant à l'avenir de la robotique. Et cette hypothèse de dire que plus d'automatisation, c'est une suppression de l'emploi, ce n'est pas vrai, ça ne s'appuie pas sur les faits. Les faits récents montrent des choses différentes, si on regarde la vue générale. Deuxièmement, je dirais que l'avantage de cette pandémie, pour le dire de cette manière, en connexion avec le populisme, c'est que cela a montré que les preuves sont importantes. Elles les ont remis au centre des discussions. Les faits également. On écoute plus les faits, les preuves, je l'espère en tout cas. Et ils deviennent de plus en plus, à nouveau, la base des discussions politiques de qualité. Ainsi, l'anticipation, la transition. Nous devons rendre clair, transparent, ce qu'elles sont les désavantages. Il y aura des perdants et des gagnants de la numérisation, par exemple, de la transition. Il y aura plus de gagnants que de perdants, mais il y en aura. Et donc nous devons avoir un contrat social pour dire que les gagnants de cette transition vont compenser pour les perdants et qu'ensemble nous avancerons. Ça devrait être une valeur générale. Tout le monde doit contribuer pour que personne ne soit laissé derrière nous. C'est une valeur européenne. Merci beaucoup. Georges. Il y a des sources économiques à ces inquiétudes. Mais ce n'est pas simplement cela. Il y a une augmentation des inégalités. Alors bien sûr, nous avons un rôle à jouer dans ce point de vue. Il y a un autre élément. Il y a également la politique identitaire, qui est bien plus complexe à aborder. Parce que là, on ne peut pas simplement lancer de l'argent pour résoudre. Ici, il y a une question de valeur. Oui, il y a des liens. Pour savoir si une personne, pourquoi elle devient radicale,
Peut-être parce que ces personnes ne se sentent pas un membre de ce qui se déroule, et ça peut être lié à des causes économiques, mais pas uniquement. Et c'est pourquoi je ne sais pas très bien comment on peut gérer cela. Je ne suis pas certain en tout cas. Nous devons nous assurer que l'Union européenne protège ses citoyens, les plus vulnérables, et qu'elle met les fonds là où c'est nécessaire. Mais il y a un autre niveau à cela. Et je ne pense pas que nous y répondons encore. Merci. Et j'aurais aimé pouvoir discuter de cette information en ce qui concerne la cohésion, mais nous avons un ancien membre en ligne qui a posé une question. Lorsque nous parlons de l'autonomie alimentaire, pourquoi parlons de cohésion? Oui, ce n'est pas simplement la PAC, mais il y a également toute la structure de la chaîne d'approvisionnement, du système d'éducation, SAID, la politique de cohésion. Comment fait-elle pour continuer à soutenir l'agriculture, mais également offre une meilleure sécurité alimentaire dans toute l'Europe? Alors ça, c'est une sacrée question que vous me posez là. Nous savons que notre système alimentaire devra changer. Et il y a des questions de consommation, mais également de production qui doivent être transformées pour atteindre un système plus durable, je dirais. Cependant, pour ce faire, nous avons besoin, en effet, d'évaluer tous les acteurs de la chaîne de valeur. Pas comme nous l'avons fait dans le passé, en ne prenant en compte que les agriculteurs. Tous les acteurs intermédiaires ont un rôle à jouer lorsque l'on parle de la transformation. Donc il y a les supermarchés également, par exemple. Donc il y a vraiment cette question du pouvoir du marché. Et pour renforcer la résilience dans les régions rurales, je pense qu'il conviendrait de développer un système alimentaire plus local, connecter les consommateurs et les producteurs, reconnecter en quelque sorte les personnes qui consomment à celles qui produisent. C'est peut-être l'un des chemins que nous pouvons suivre pour récupérer la confiance. Et ensuite, on en a déjà parlé, comment les zones rurales peuvent être réénergisées, redynamisées. Et ici, on peut aborder la question de la numérisation. Ceci ouvre de nouvelles possibilités aux personnes qui vivent en dehors des villes. Elles peuvent travailler à distance. Et si beaucoup de personnes travaillent à distance, ceci pourrait renforcer ces communautés. Voilà, ce ne sont que quelques considérations que je voulais partager. Alors ici, j'ai une autre question de Annie Polemata. Comment nous pouvons mettre en place une transition numérique qui soit compatible avec le caractère concurrentiel de l'économie européenne aux côtés des nouvelles stratégies commerciales? Alors c'est une question d'une très bonne amie et ancienne collègue. Je pense que nous avons parlé beaucoup des nouvelles stratégies industrielles en Europe. Et ceci fait partie d'une stratégie commerciale. Elle vient à ses côtés. Et le concept d'une telle stratégie est tout à fait différent de ce que c'était dans les années 80, par exemple. Ici, on parle de compétences communes entre le niveau privé et public et être capable de mettre en place les infrastructures qui développent les services. Michael, je pense, a proposé un exemple très intéressant. Par exemple, celui des batteries. Il y a beaucoup de ces exemples que j'aimerais voir, pour lesquels j'aimerais voir une position agressive de l'Union européenne, qu'elle n'ait pas peur de mettre les ressources nécessaires sur le terrain et de pousser pour aider certaines entreprises qui peuvent devenir des leaders mondiaux si elles ont les opportunités nécessaires.
il y a tout un ensemble de difficultés lorsqu'on essaie de soulever des capitaux en Europe. Et j'espère que nous trouverons le moyen de financer l'innovation afin de passer le long de cette chaîne donc, à l'aide de financement public pour passer à des mouvements bien plus larges et décider de questions européennes. Va-t-on accepter ou non tel fonctionnement? Et nous avons vu dans certains cas que les prérogatives nationales sont venues prendre le devant sur des constructions plus fortes au niveau européen. Et ce sont des questions très difficiles et il n'y a pas une réponse simple à tout cela. D'un point de vue économique, je suis un économiste, donc je comprends tout à fait que la concurrence est très importante. Et une portée européenne ne veut pas dire qu'on doit accepter tout. Mais c'est une discussion qui a lieu également au niveau de la Commission et des États membres. Ce n'est pas une compétition, une discussion facile, mais elle est très importante si nous voulons passer aux autres discussions et avoir une présence dans le monde. Merci beaucoup. On manque de temps. Donc, nous allons donc conclure. Je vais essayer de relire mes notes en résumé. Et puis Hans-Gert aura à nouveau la parole pour le mot de la fin. Donc, Michael, commençons là où nous avons commencé. Tu as 20-30 secondes, ton message phare pour cette conférence. Je pense que je vais juste répéter, parce que les récits ont besoin d'être répétés sans cesse. Les valeurs de l'interprétation de la cohésion en tant que symbole d'opportunité, de solidarité, doivent rester. Nous voulons que cette transition soit numérique et verte, qui reposant sur les 3 piliers de l'économie, sur l'égalité sociale et la considération environnementale. Je pense que c'est ça le message le plus important. OK, merci Conrad. Mon message est le suivant. Je pense que nous devons augmenter le rôle des villes au sein des politiques et des mécanismes de support. Nous devrions permettre aux politiques de cohésion, d'une façon plus intense, d'encourager ou plutôt de faire face à certaines crises comme la crise du logement. J'ai vraiment hâte de voir des mesures en ce sens. Saïd. Pour moi, la crise de la COVID n'est pas seulement une malédiction, cela peut être transformé en une bénédiction. Nous devons profiter de cet élan. C'est une opportunité unique pour apprendre de ce qui s'est passé et pour transformer nos économies d'un point de vue structurel et afin d'être préparés sur le long terme. Cela inclut notamment que nous, en tant qu'Européens, nous devons mieux anticiper. Nous devons faire cet exercice sur des crises potentielles qui peuvent survenir et de quelle façon elles vont impacter la gouvernance. George, merci. Nous avons eu la bonne réponse, nous avons fait les bons choix, nous avons le bon niveau d'ambition, nous allons dans la bonne direction, nous devons juste poursuivre dans cette direction et toujours mettre la barre plus haut parce que nous avons est bien, mais ce n'est pas encore assez pour faire la différence au niveau mondial et pour préserver la cohésion pour tous les citoyens européens. OK, merci beaucoup. La parole est à toi, Hans-Gert. Merci à tous les orateurs. Hans-Gert said that we have to be the Comme architects in Hans-Gert control. l'a dit, nous devons être les architectes et nous devons contrôler nos Solidarity and fairness. politiques. Et nous avons également dit que la solidarité et l'équité sont clés et c'est vraiment important car cette crise est différente de toutes les autres. Nous n'avons pas prêté l'oreille à tous ceux qui nous disaient que cette crise allait arriver, mais nous apprenons plus vite qu'auparavant. Ce n'est pas seulement que nous sommes vulnérables, mais nous nous rendons compte de ce que cela veut dire aujourd'hui. La résilience est le mot-clé, devrait être le mot-clé pour toutes les actions de la Commission et de l'UE à l'avenir.
et nous devons être comme un bambou. Nous devons être capables de résister, ne pas rester les bras croisés à espérer que les choses s'améliorent. Cette transformation, elle se fait très rapidement. L'impact a été de façon phénoménale, très rapide, pas seulement dans le temps, mais c'est juste que nous devons être mieux préparés pour faire face à des crises à l'avenir. Nous devons agir de façon synchronisée. Cela nous rendra plus efficaces à travers l'Europe. La relance et la transformation doivent aller main dans la main. Nous devons également développer l'autonomie et l'autonomisation, comme cela a été souligné, pas seulement dans le domaine du numérique, mais également tous nos systèmes doivent être améliorés. Concernant l'IA et l'impact que cela pourrait avoir sur l'emploi et les types d'emplois que cela pourrait avoir, il existe des personnes qui sont optimistes et pessimistes, mais le changement est en marche et il arrivera coûte que coûte. Concernant les pays, les régions et les villes, il faut les inclure également davantage. Ce n'est pas qu'une crise ou une relance qui a eu lieu dans un seul pays, dont tout le monde a été touché. Et cela a affecté surtout les femmes. Il existe une asymétrie en ce qui concerne la capacité des États à agir du point de vue fiscal. Et l'Europe a beaucoup appris. Les conséquences que l'on ne comprend pas encore sont encore analysées, mais nous devons anticiper cela au mieux. Mais oui, nous avons un budget sans précédent. Nous avons là vraiment un très, très bel élan. Mario Draghi a dit que nous ne serons jamais capables de faire cela et pourtant, nous y sommes parvenus. Donc, la solidarité doit être au rendez-vous, au centre de tout et ce n'est plus un tabou désormais. Ça m'a vraiment marqué. Car moi, en tant que journaliste, on a tendance à utiliser les mots parfois à tort. Lorsque les usines italiennes ont été fermées, les usines allemandes également ont été fermées car toute la chaîne a été perturbée. N'oublions pas le rôle de l'UE sur la scène internationale et nous devons préparer l'Europe avec des politiques de cohésion. C'est ça qui va nous préparer à entrer sur la scène internationale. La rénovation, apprendre des bons exemples et nous devons également développer un récit, un narratif. George a dit qu'il existe différentes tensions au sein de l'UE et les États membres, mais nous sommes en train de construire une Europe protectionniste qui peut protéger. Nous avons besoin de rassurer nos citoyens avec des stratégies de communication efficaces. Important pour moi. Ensuite, une Europe verte et numérique. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit l'un des panélistes. Nous devons absolument garder à l'esprit qu'il existe des vagues auxquelles nous devons être préparés. L'Europe, oui, apprend de ses erreurs. Nous réagissons plus vite qu'auparavant. Et l'élément transnational également, s'assurer que cet élément-là soit mieux impliqué dans les politiques pour les États membres, mais également d'un point de vue européen. Rééquilibrer entre l'État et le marché, également le climat et la santé et les crises à venir également. Nous devons être prêts à avancer, à aller de l'avant en anticipant. Messieurs, merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Hans-Gert pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Brian. C'était un excellent résumé, mais je vais faire encore quelques remarques additionnelles. Je pense que tout est interconnecté d'un point de vue personnel et en politique également, et tout est connecté à une autre chose. Je pense que les problèmes en matière de santé auxquels nous sommes confrontés ici, pas seulement en Europe, mais partout dans le monde, nous montrent que cette crise, et maintenant je parle au nom de l'Union européenne, c'est en fait une opportunité pour l'UE de resserrer les rangs. Nous devons mettre en place une union pour la santé. N'oublions pas non plus la conférence sur l'avenir de l'Europe qui pourrait être un instrument pour aller de l'avant, pour trouver des solutions et pour améliorer le traité de Lisbonne en ce qui concerne en tout cas l'union de la santé. On parle beaucoup d'innovation et une partie de cette innovation doit être également la révolution numérique.
On a même entendu parler de certains pourcentages. Comment est-ce que c'est possible d'avoir des conférences comme celle qu'on est en train d'avoir maintenant? C'est très impressionnant. Mais en ce qui me concerne, et c'est mon opinion personnelle, n'oublions pas le facteur humain. Je crains que si on regarde le Parlement européen actuel, les eurodéputés qui ont été élus il y a 2 ans, une grande partie d'entre eux ne se connaissent pas. Et en politique, c'est crucial. Bon, pas seulement en politique, dans tous les domaines de la vie, c'est un élément clé. Il faut que les gens se rencontrent, car il n'y a qu'ainsi que l'on peut développer une relation personnelle et qu'on a confiance en l'autre. Donc, outre ces innovations, la révolution numérique, je pense que le facteur humain est crucial. Autre point, le traité de Lisbonne contient une description avec les politiques économiques de l'UE et c'est l'économie sociale de marché compétitive. Et je pense que c'est une définition parfaite car il y a l'aspect social. Nous devons offrir une réponse aux problèmes sociaux des citoyens, mais ce n'est que possible si on a une économie compétitive. Et je pense que nous avons besoin de ménager cet équilibre aujourd'hui et demain. Enfin, point suivant, n'oublions jamais, car c'est vraiment la base de l'Union européenne, que nous sommes une union pour le bien commun et que l'intérêt suit toujours les objectifs. Et Ryan, tu en as parlé dans ton résumé, tu as mentionné la Chine, la Russie et d'autres. Je pense que la base de tout, c'est que nous, au sein de l'UE, nous sachons que la dignité de l'être humain, que la liberté, que la paix, que l'ordre et que les principes de solidarité et de subsidiarité sont la base de tous nos actes au sein de l'UE. Et enfin, mon dernier point, et enfin, je te remercierai. Maintenant, nous, les Européens, nous devons utiliser cette période avec le président Joe Biden pour être forts. Nous ne devons pas nous dire, oh, nous avons Biden, il est meilleur que son prédécesseur. Nous ne devons pas spécialement déployer des efforts en termes de politique internationale ou politique de sécurité et de défense. Non, je pense au contraire qu'il faut agir de façon inverse. Maintenant, nous devons devenir plus forts, nous devons préserver le partenariat transatlantique, mais nous devons devenir plus européens car nous ne savons pas ce qui va se passer après la présidence Biden. Maintenant, je souhaiterais remercier tous les panélistes. Je ne vais pas dire tous les noms, mais vous avez été tous très convaincants. Et pour ma génération, quand moi, j'étais au Parlement, j'ai commencé en 79, j'étais un membre dans la commission régionale et John Yoo était un membre. Il a reçu le prix de la paix. Il a été président de la commission régionale et l'aide que l'UE a donnée à l'Irlande du Nord, c'était une sorte de politique de cohésion. Ça a contribué à l'établissement du processus de paix en Irlande du Nord et nous ne devrions jamais oublier cela. Donc, je suis ravie d'avoir des participants d'Angleterre et sont du Royaume-Uni. Et si ma liste est correcte, nous avons également un ami d'Écosse. Et bon, les Anglais sont toujours les bienvenus, mais les Écossais sont vraiment les bienvenus. Et donc, je les salue. Je souhaiterais remercier donc tous les panélistes. Je souhaiterais remercier Teresa Riera Madorell, qui est responsable au CA de la relation avec les fondations. Merci beaucoup en espagnol. Et elle veut être réélue et je pense que demain, elle sera réélue au sein du CA. En tout cas, elle va obtenir mon vote. Enfin, je souhaiterais remercier notre modérateur. Il a été plus qu'un modérateur, il a été une véritable source d'inspiration, Brian Maguire. Mais voilà, ça, ce sont les Irlandais, ils sont intelligents. Ce sont des gens polis aussi. Et il ne faut jamais
sous-estimer nos amis irlandais. Je tiens à remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont participé à ces panels. Restez optimistes, les pessimistes ne gagneront jamais. Donc moi, je préfère voir le vide à moitié plein quant à l'avenir de l'UE, pas parce que je suis naïf, mais parce que j'ai la conviction politique que nous devons rester fermes. J'ai parlé avec beaucoup de collègues dans le passé qui ont prédit la fin de l'UE. Lorsque les traités constitutionnels ont échoué, il y avait même un ministre des Affaires étrangères d'un membre de l'UE qui a dit, le traité constitutionnel est mort. Et à l'époque, moi j'étais président du PPE, du côté pour le parti allemand, et j'ai dit à ce ministre, comment pouvez-vous dire cela, que le traité est mort? Au contraire, nous devons faire en sorte que la substance de ce traité se retrouve dans un autre traité. Et nous avons réussi, nous avons obtenu à la fin le traité de Lisbonne, dont j'ai déjà fait mention. Donc voilà, restons optimistes et je vous souhaite à tous de rester en bonne santé. C'est la seule façon pour pouvoir se réunir à nouveau à l'avenir. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce panel très convaincant. Merci beaucoup. Merci.